s'en allait. J'ai hâte de me retirer tous ces trucs du visage. Caroline, dont le mécontentement allait croissant, finit par prendre congé sur une note assez lugubre et, à peine la porte refermée, le dernier bulletin d'information traverse à travers le mur. Quelques minutes plus tard, elle frappa de nouveau chez Kitty. « J'ai oublié de vous souhaiter bonne chance, » dit-elle, « mais tout ira très bien. » Presque rien dans la voiture, songeant aux diverses épreuves de la semaine à venir. Sa conférence devait avoir lieu en soirée et le professeur Redmill l'avait invité à venir prendre un verre de Xer juste avant, bien que je sois tout à fait certain que vous n'ayez nul besoin de puiser du courage dans la bouteille, Miss Moore. Nous sommes tout convaincus de vos capacités. Excellent travail, excellent travail. Cette réunion autour d'un verre, se disait Kitty, serait probablement plus éprouvante que la conférence elle-même, notamment parce qu'il y aurait plusieurs autres personnes et que, dans ce cas-là, le professeur Redmond ne pouvait s'empêcher de les noyer dans les details du budget revis destiné aux nouveaux béadéments. Pétrifiés d'ennui, les invités buvaient invariablement trop, et Kitty les voyait déjà s'endormir pendant sa conférence, ronflant à qui mieux jusqu'à ce qu'on les réveille à coups de coude quand tout serait terminé. Pour ce qui concernait la conférence proprement dite, elle pouvait faire confiance à ses feuilles à dactylographie et à la robe de Louise. Si j'arrive à garder mon sang-froid, je serai très efficace. Et, quoi qu'en dise Mrs. Bentley, il n'est absolument pas question que je panne fort. On ne crie 174 pas dans une robe comme celle que je porterai. Et il faut que je donne le plus possible à partir de maintenant, autant pour la conférence que pour samedi soir. La chaleur rendait l'ombre silencieuse et, en dépit du temps exceptionnellement beau, les rues paraissaient désertes. Elle arriva chez elle dans un état d'anxiété de somnolence mêlée qui l'étonna. Elle l'attribua au fait d'avoir tant travaillé et à l'ordre grinçant intime par Mrs. Bentley de ne regarder personne tandis qu'elle parlerait. Elle s'était imaginée communiant ardemment avec son public, et avait rêvé des auditeurs lui répondant avec une ardeur égale. Elle avait en visage une sorte de libre-échange qui semblait toujours lui échappant et maintenant, se disait-elle, il y allait s'agir d'un autre numéro de soliste, tout aussi éprouvant. Elle soupira, et entra chez elle. De l'autre côté du mur provenait une voix forte et théâtrale qui criait les mulets une manière de voler des moutons dans l'Angleterre élisabéthaine. Quelques minutes plus tard, Caroline frappa à sa porte et apparut dans une robe violette en coton imprime, sandales violettes, et fard à paupières violet assorti. Elle avait de toute évidence consacré sa journée à se remettre à neuf, car ses cheveux et ses ongles étaient impeccables. Vous êtes rentrée, Dieu merci, dit-elle. Je mourais d'ennui. Elle pénétra dans l'appartement de Kitty, laissant derrière elle les moutons vol zéro. C'était sans doute magnifique, à la campagne. Vous avez de la chance, Kitty. Personne ne m'invite plus jamais pour le week-end. Mais tous vos amis, murmura Kitty. Depuis que je suis divorcée, US ne me fréquente plus. Vous savez comment ça se passe, pour les femmes seules. Les épouses régulières se serrent les coudes. Une femme seule, c'est une menace. Kitty, incapable d'imaginer Caroline comme une menace, ne répondit pas. Puis, comprenant que Caroline avait intention de rester toute la soirée, elle calcula corne 175 bien que celle-ci lui restait. Vous allez bien manger quelque chose avec moi, n'est-ce pas? Proposa-t-elle gainement. Puis, encore plus gentiment zéro et si vous alliez clouer le bec à cette radio, pour une fois, je n'arrive pas à croire, me déployant des prodiges d'imagination que les moutons de la période élisabéthaine puissent réellement ni vous intéresser. Caroline rit, sortit nonchalamment et revint tout aussi nonchalamment, un léger nuage de parfum dans son sillage. À dire vrai, je ne veux rien manger. Il est fait trop chaud. Montrez-moi où est ce que vous porterez pour votre conférence. Je n'ai pas encore vu votre robe. Kitty, devant son visage tout rose d'excitation enfantine, se rendit avec obéissance dans sa chambre pour se changer. Elle, robe était toujours aussi belle, mais Kitty n'aima pas l'image que lui renvoya le miroir. Je suis trop tendue, dit-elle, cette attente se lit sur mon visage, et je ne supporte plus la compagnie des femmes. Si seulement je pouvais voir Maurice, si seulement il était là, au lieu de Caroline. Pourquoi ne vient-il pas? Ne puis-je attirer son attention qu'au moyen d'une conférence? Et faudra-t-il vraiment que revide son regard au moment où j'aurais tant besoin d'y trouver un message? Pourquoi me fait-il attendre aussi longtemps? Très jolie, déclara Caroline d'un ton vaguement hésitant.
Mais vous ne croyez pas qu'il faudrait peu clair et peu? Je crois que si vous portiez mes chaînes et un lard très vif, en fait, c'est votre visage qu'il faudrait maquiller un tantinet, si vous me permettez de vous en dire. Kitty, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Lorsqu'elle réapparut, elle transportait un arsenal des flacons, pots et pinceaux, et une paire de souliers à talons aiguilles. Après avoir enjoint à Kitty de les essayer, elle fila dans la salle de bain chercher une serviette de toilette qu'elle lui posa sur les épaules, puis elle entrait près de la métamorphosée en chantonnant de plaisir. Imposant 76 cibles de l'an empêché, songea Kitty en reprimant un bâillement, c'est ce qui va sauver sa soirée, même si ça gâche la mienne. Son visage, sur lequel Caroline s'appliquait orgueilleusement, fut rehaussé de surprenantes couleurs, du veille pour les paupières, un érange brique rosâtre pour le 5 joues et les lèvres. Elle avait l'air, en réalité, d'une mauvaise reproduction de Caroline. Lorsqu'elle fut parée centilitreur chaînée de foulard, elle constata avec un certain intérêt qu'elle ressemblait à une prostituée qu'elle avait vue un jour sortir du George V. Une autre femme, cynique, capable, 100% francaise venait d'apparaître, et ce n'était pas le genre de femme qui donnait des conférences, aspirait à une vie simple et harmonieuse ou souhaitait s'aligner sur les croyances et les coutumes d'une majorité établie. Ce visage étonnant renfermait des promesses de grande assurance, de sophistication, c'était le visage de quelqu'un qui savait comment plaire. Caroline était enthousiasmée. Voyez-vous, Kitty, ne le prenez pas en mauvaise part, mais vous avez parfois l'air un peu de prime. Comme si vous, je ne sais pas, comme si on venait de vous plaquer ou quelque chose comme ça. En fait, vous devriez prendre un peu plus d'initiative. Seriez-ce pas en restant chez vous qu'il se passera quelque chose? Elle soupira, je suis bien placée pour le savoir. Elle avait une expression tellement tragique que Kitty alla mettre de l'eau à bouillir pour le dos. En ayant sa robe, le visage toujours maquillé, elle se demanda comment se débarrasser de Caroline à une heure raisonnable, effacer toutes les traces de son intervention, et se coucher au plus vite. C'était un être particulièrement magnifique, elles en convinrent. C'était aussi une soirée particulièrement poignante et, dès qu'elles eurent avalé leurs brouilles, Kitty proposa une promenade le long de la Tamise. Mais Caroline refusa, elle préférait parler de gens que Kitty ne connaissait pas, des gens qui avaient fait partie de ce que Caroline appelait son milieu, à l'époque où le mauvais sort n'avait pas encore frappé. Kitty écoutait poliment, l'esprit ailleurs. Je le verrai à Pérez demain, songeait-elle. Et ensuite, je pourrai lui téléphoner au sujet de samedi, pour voir s'il n'a pas besoin que je m'occupe de quelque chose. C'est vraiment absurde d'être tellement intimidé par lui, mais c'est toujours comme ça lorsque nous sommes longtemps séparés. Paris semble déjà tellement loin. Si seulement nous pouvions y retourner, c'était, avec la voiture, cette fois. Je voudrais tant qu'il me montre la France. Je n'ai rien à lui faire découvrir, moi, il est impensable puisse s'intéresser à ce que je connais. Si seulement Caroline s'en allait. J'ai hâte de me retirer tous ces trucs du visage. Caroline, dont le mécontentement allait croissant, finit par prendre congé sur une note assez lugubre et, à peine la porte refermée, le dernier bulletin d'information filtre traverse à travers le mur. Quelques minutes plus tard, elle frappa de nouveau chez Kitty. J'ai oublié de vous souhaiter bonne chance, dit-elle, mais tout ira très bien. Je viendrai demain voir comment vous allez. Dans ce cas, songea Kitty, j'ai toutes les raisons de passer la journée dehors. Si jamais elle veut encore me maquiller, je risque de devenir folle. J'irai tout simplement m'asseoir au square. Mais j'en ai tellement assez de passer des jours solitaires sur les bancs des jardins. Il faut que gars change. Je ne veux plus être seule. Elle rangea la cuisine puis fila dans sa chambre, où à subsistaient encore les traces des entreprises de Caroline. Elle defroissa le dessus de lit, et posa sur la table de chevet les flacons que sa voisine avait oubliés. Mue par une impulsion, elle passa de nouveau la robe et tenta de se regarder objectivement dans le miroir. Elle vit une silhouette gracieuse dans laquelle, pourtant, quelque chose n'allait pas, une image trop guintelée, peut-être, trop empruntée. Quelqu'un que Louise aurait qualifié de très soigne, avec toute la dimension de représentation que cela impliquait. Elle y comprit alors brusquement ce qui la tourmentait depuis qu'elle avait rapporté la robe de chez ses grands-parents et s'était contemplée chez elle, dans sa chambre,
J'ai exactement la même allure qu'au manage de Jean-Claude. Il y avait épouse une tapageuse petite brune prénommée Christiane et Louise avait en voix ressentait la famine. Une charmante cérémonie s'était déroulée dans l'église du village de la mariée. Le repas, ensuite, avait duré jusqu'à 5 heures. Une cousine assez haut placée avait pris de sa vaste demeure et tous avaient pris place autour d'une immense table dressée sur la pelouse, buvant du champagne avec chacun des plats de ce festin. Kitty était amusée et un peu mélancolique, notamment lorsque Jean-Claude qui, pensait-elle, l'avait totalement oublié, avait porté un toast en son honneur, l'invité venu d'Angleterre, auquel il lui avait naturellement fallu répondre heureux. La prochaine fois, ce sera votre tour, s'étaient ri les vieilles tantes avares, les oncles qui philosophaient la petite semaine, la prochaine fois, ce sera votre tour. Quand vous fermerez tous ces livres, ce sera votre tour. Bientôt, bientôt. Et elle avait souri en hochant la tête. Tandis est-ce qu'on remplissait de nouveau les flûtes à champagne. Au terme de ce plantureux repas, comme le jour baissait et qu'un petit vent soulevait les pans de la nappe damassée, US et Talent rentrent dans la maison et avaient commencé à danser, les grosses tantes et les oncles fripaient. Christiane dans sa robe immaculée, plus bruyante et plus animée que jamais, et Jean-Claude qui avait fini par l'inviter, la serrant contre lui presque comme autrefois, son haleine chaude stire ses cheveux et onze l'intimidait un peu, désormais, car il semblait avoir acquis une nouvelle personnalité, tellement élégante, dont l'avenir était si prometteur qu'il était difficile de se souvenir de la chambre d'hôtel, de la tranche de jambon desséchée sur le papier gras et de la table branlante près de la fenêtre. Il y était entré dans la vie active et c'était man, il y avait une carrière à mener et était sur le point d'élire domicile dans la maison de caractère que les parents de sa femme leur avaient achetée à l'extérieur de la ville. Kitty ne savait trop que lui dire et restait silencieuse. Mais, à la fin de la danse, il l'avait embrassée sur la joue en murmurant « Tu devrais toujours porter cette couleur. Le jaune, c'est ta couleur. Et invite-moi très bientôt à ton manage. Je te souhaite d'être aussi heureuse que je le suis aujourd'hui. » Au fil de la soirée, tandis que les oncles et les tantes s'installaient dans les fauteuils qui bordaient la pisse, buvaient lentement leur café et demandaient des nouvelles de Louise, Kitty avait essayé de leur dire que Louise et Vadim allaient très bien, qu'ils ôtaient toujours épris l'un de l'autre, tout en sachant, le cœur serre, combien ils auraient aimé être là et à quel point US n'osait pas espérer un autre manage de ce genre tant cela, désormais, ne leur semblait plus possible. Les oncles et les tantes avaient hoché la tête, estimant toutes paroles inutiles, car US avait déjà une idée précise de la situation, et de la jeune fille soignée et gracieuse qui leur ressemblait si peu. US lui avait emballé des petits fours pour ses grands-parents, ainsi qu'une bouteille de champagne, en lui recommandant de la boire à la santé de la mariée. Comme US boirait eux-mêmes à son futur manage, la soirée s'était terminée un peu tristement, dans une immense fatigue, le temps s'était rafraîchi. Tandis qu'elle partait dans la voiture d'un invite, elle avait entendu des notes d'accordon ressonner dans la piste vide encore illuminée. Ce souvenir était si vivant, si intense, qu'elle se demanda comment elle avait pu l'oublier. Louise et Vadim l'avaient écouté raconter le manager en approuvant de la TTUS et terrestre songeur devant les photographies Gon 180 leur avait envoyé de nombreux clichés du jeune Copy, un de Christiane dans sa robe blanche, jetant un regard impérieux par clé sur son épaule, et un autre de toute la famille, debout, nez vers le vin, derrière la longue table à la nappe damassée. Ah, avait-il soupiré US avec grignote les petits fours en affirmant que, tout compte fait, US préférait garder le champagne. Pour une autre occasion, avait-il ajouté, et chacun s'était demandé en silence, à quelle date elle aurait lieu. Mais depuis que Kitty avait rencontré Maurice, elle s'était formé une opinion précise de ce que devait être un manage, et avait compris que Hachi charmante journée pas, si en France avec les lourdes tantes et les oncles propres ne sauraient se reproduire. De douloureuses pensées liées à l'adaptation lui étaient venues à l'esprit, sans qu'elle parvienne à s'en défaire. Toutes ces personnes se souvenaient de sa mort. Bien gulouette pas être possible de les décider venir à ces mariages rares, et certaines avaient versé un pleur, malgré le temps écoulé depuis lors, en songeant à sa triste mort. Kitty s'était sentie à la fois attendrie et honteuse en voyant sur les visages rouges les larmes glisser jusqu'au menton tremblant, et les doigts massifs aux lourdes bagues étaler l'épais maquillage avec de dignes mouchoirs. À son propre manage elle n'avait jamais osé penser, à même qu'elle puisse reproduire cette cérémonie d'une façon plus parfaite encore.
qu'elle réussisse à persuader la cousine au placé de prêter une nouvelle fois sa fastueuse résidence, de disposer une autre longue table sur ses mêmes pelouses nettes, et de tant charmer son nouvel époux par le caractère érange et fascinant de cette cérémonie que toutes les barrières s'effaceraient et les différentes nationalités seraient abolies. Mais il lui semblait aujourd'hui qu'elle est allée devenue une personne différente de la jeune fille d'alors, qu'elle s'était fixée trop longtemps sur quelque chose qui n'était plus adapté à cette époque ancienne, qu'elle était désormais môme innocente, plus tendue, plus ardente, et que l'avait vue s'ils avaient s'il su comment elle avait passé son dimanche, cette le dans un petit cottage sombre du centre de l'Angleterre, les oncles et les tantes auraient eu un hochement de tête consterne, auraient pincé les lèvres et auraient écrit à Louise pour demander des explications. Ce n'est pas sa faute, se dit Kitty, immobile dans sa chambre. Pas sa faute du tout, c'est la mienne. Car elle avait épousé ce qu'elle croyait être la tradition patmel, même si elle n'avait pas connu son père et n'avait aucune idée précise de ses positions. Elle avait fait du jeune soldat de la photographie jaunie son image de l'Angleterre, tout comme elle avait fait de Maurice son idéal de l'Angleterre. Et cette image et cet idéal étaient loin de posséder la solide réalité de ses visages au jour rouge, de l'accordon, et de la rusée Christiane au long voile blanc, à la traîne soigneusement étalée, qui dirigeait un regard expressif au-dessus de son épaule, selon les instructions d'un photographe de village. Elle s'était astreinte à effacer tout souvenir de la laine chaude de Jean-Claude sur ses cheveux, de son souhait de la revoir aussi heureuse qu'il peut à ce jour-là, et y avait substitué une admiration pour la désinvolture aux séductions d'autant plus efficaces qu'elles étaient mômes appuyées, ainsi qu'un fichier de notes de lecture que, disposant de bien trop de temps, elle avait constitué au fil des années, et elle songea, tandis qu'elle rangeait la robe, j'ai de cite qu'il en serait ainsi le jour où je l'ai rencontré, je ne peux plus revenir là-dessus, car je n'ai pas d'autre perspective, je vais attendre, je vais espérer, la magnificence au lieu de la cendre, je dois attendre, je dois espérer, tout être est susceptible de métamorphose, et j'en suis capable aussi. Dans le silence de la nuit, étendue sur les draps frais, elle est oui calme et très fatiguée. Elle pensait à son étrange week-end et à la semaine plus étrange encore qui attendait. Aucune force au monde, se dit-elle, ne pourra me séparer de ce que Fern. Au fond, c'est assez drôle, mais cette conférence arrive à point nomme, c'est la meilleure façon de me lancer directement dans le genre de vie que je vais devoir mener, et que je vais devoir apprendre à mener avec le professeur Redmill, Pauline et tous les autres, au lieu des oncles et des tantes. Et il n'y aura ni musique, ni champagne, ni danse, mais le monde entier, les livres, les cathédrales, et moi j'apprendrai, et je leur enverrai des cartes postales, afin de leur montrer que je ne les ai pas oubliées. Mes yeux sont déjà si loin de moi et ne font rien à ma façon. Je ne fais rien à la leur. Et tandis qu'elle glissait dans le sommeil, elle imagina une vie intensement pleine et heureuse, consacrée à enseigner, à apprendre chaque jour davantage, à prendre des notes, des notes, des notes, elle serait paisible, agréable, saurait se dominer, enfin à sa place. Le paysage du Gloucestershire défila de nouveau devant ses yeux, et elle songeait à que Pauline et Mrs. Bentley s'y intégraient parfaitement. Elle se souvint du jour où elle était allée prendre le dos au manoir et se dit qu'elle serait très capable de mener ce genre de vie, si on lui en donnait l'occasion. Et tandis que son souffle devenait plus régulier et qu'elle se tournait sur le côte, presque endormie, elle se sentit tout à fait rassurée devant ses résolutions et ses ambitions. La semaine qui s'annonçait lui parut tout à fait possible et, avec une tendresse mêlée de pitié, elle pensa à Jean-Claude qui dansait avec son épouse. Autosdgul avait porté en son honneur avec du champagne dit par le soleil, à son haleine sur ses cheveux, et elle s'endormit enfin. Mais dans la nuit, un peu plus tard, elle se trouva de nouveau sur des charbons ardents 14. Elle avait passé une nuit tellement agitée que lorsqu'elle émergea du bref sommeil qui avait fini par la terrasser et s'assit dans son lit pour se préparer à affronter une jour, rien ne l'attendait que la révision de son manuscrit. Kitty se sentit vaincue et épuisée par l'insomnie. Le soleil était déjà haut et chaud, et le bulletin météorologique, diffusé par la radio de Caroline, confirmait que la journée serait à nouveau exceptionnellement belle. On conseillait aux automobilistes de prendre garde aux macadam à outrons susceptibles de fondre. Kitty Moule tenta en vain de boire sa tasse de café, croqua une pomme à la place,
prit un long bain presque froid et y passa une vieille robe de coton. C'est à ce moment qu'elle se souvint de la voyante. Elle s'arrêta, immobile au milieu de la piste, les poings dans les poches de sa robe, et se demanda si elle devait en parler à Caroline. Mais elle sentit qu'il valait mieux garder le silence sur ce point et, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrangea inconsciemment pour ne faire aucun bruit et retint sa respiration jusqu'à ce qu'elle soit hors de l'immeuble 185 tout en se méprisant de ne pas avoir pu résister à l'impulsion qui l'avait poussée dans la rue. Elle se demanda si la voyante accepterait de la recevoir, et se dit qu'elle ne pourrait pas supporter un refus, ou même qu'elle ne soit pas chez elle. Mais le chat était toujours sur le rebord de la fenêtre et lorsqu'elle sonna à la porte vers bouteille, Madame Eva, vêtue d'une blouse à fleurs, vint ouvrir immédiatement et la regarda gentiment derrière ses lunettes, un chiffon à poussière dans la main. « Bonjour, ma belle, dit-elle. Vous vouliez une consultation ?» Kitty hocha la tête, incapable de parler. La voyante hésita. « J'allais justement partir faire mes commissions. Avec cette chaleur, on n'a pas envie de sortir dans la journée. » Elle regarda Kitty plus attentivement. « Beaucoup de tension autour de vous, c'est bien ça ?» Elle fourra le chiffon dans sa poche et fit signe Kitty d'entrer. « Je me fais un café et j'arrive, » dit-elle. « Allez-y, petite madame, vous connaissez le chemin. » Kitty se laissa tomber avec soulagement sur les coussins mous et sales du vieux fauteuil délabré et contempla les particules de poussière qu'elle venait de faire tournoyer dans le ray de lumière ensoleillée. Maintenant qu'elle était là, elle n'avait plus envie de bouger de la journée. Son épuisement et son désarroi se trouvaient provisoirement mis de côté, même si son cœur battait un peu trop vite et si ses mains, elle s'en rendit compte, tremblaient. Le chat, qui l'avait suivi à pas silencieux, s'était installé sur une petite table près de la fenêtre et bâillait de temps à autre. Madame Eva arriva en traînant les pieds, une tasse de café à la main, et s'assit dans le fauteuil d'osier qui craqua, face à Kitty. Elles resteront un moment sans rien dire, bien que Kitty, entre chaque gorge qu'elle entendait plus qu'elle ne les voyait, eut parfaitement conscience que la voyante l'étudiait. « Vous avez bien meilleure mine, » finit-elle par déclarer. « Un petit séjour à la campagne. Vous êtes une jeune personne étonnante, » ajouta-t-elle en s'essuyant les lèvres avec un mouchoir en papier vert pâle qu'elle ne déplia pas. « Vraiment inhabituel. Mais n'allez pas vous sous-estimer, surtout reconnaissante. » Kitty lui sourit. « Je vais obtenir la vérité une fois encore, » se dit-elle. « Je l'ai obtenue la dernière fois, même si je ne me souviens plus des détails. » Avec son habituel soupir, la voyante ouvrit le sac pose près du fauteuil et en sortit la boule de cristal, qu'elle polit avec un grand mouchoir de soie. Elle paraissait même impassible, davantage incommodée par la chaleur que l'autre fois. Elle avait souligné, Kitty s'en souvenait, que ce travail lui imposait une grande tension, et Kitty, instinctivement, jeta un coup d'œil à la pyramide de cheveux, impeccablement dressée. Madame Eva remua dans son fauteuil, se pencha en avant et entoura de ses mains les paumes ouvertes de Kitty, puis resta un moment silencieuse. « Vous avez pensé à déménager ces derniers temps ?» dit-elle enfin. Kitty sursauta, leva la tête, et baissa de nouveau les yeux en sentant que la voyante exerguait une pression plus forte sur ses mains. « Oui, c'est certain, vous avez pensé à déménager quelque part à la campagne. » Kitty fit signe que oui, sans un mot. La voyante soupira une nouvelle fois et s'agita dans son fauteuil. « Je vois une piste, avec beaucoup de monde. Vous êtes là, devant eux. Je ne sais pas ce que ça signifie. »« Moi si, » murmura Kitty les yeux mi-clos, dans une épaisse d'anticipation somnolente de ce qu'elle allait entendre. « Un succès !» s'écria soudain la voyante en regardant intensement Kitty. « Un énorme succès. Inutile de vous en faire. » Elle engagea l'une de ses mains et s'essuya de nouveau les lèvres avec le mouchoir en papier vert qu'elle remit dans la poche de sa blouse zéro et ensuite murmura timidement Kitty. La voyante soupira une fois de plus. « Oh, vous avez beaucoup d'admirateurs, » dit-elle lentement. « Vous êtes très entourée. » Cela ne signifiait rien pour Kitty, qui résolut de ne pas en tenir compte. La voyante changea à nouveau de position, manifestement accommodée par la chaleur. « Saviez-vous que vous alliez devenir quelqu'un d'important ?» demanda-t-elle. « Il y a des gens autour de vous. Vous ne serez pas seule. Vous avez été plutôt seule, jusqu'ici, n'est-ce pas ?» Kitty acquiesça. « C'est termine, » affirma le médium. « Termine pour de bon. Vous ne connaîtrez plus ce genre d'isolement. Vous aurez de la sécurité,
Vous serez reconnu. Elle se pencha davantage sur leurs mains ouvertes en coupe. Vous serez très respectable, ajouta-t-elle. Le cœur de Kitty battit plus fort et elle regarda Madame Eva avec gratitude. Elle vit que la voyante supportait de plus en plus mal la chaleur, que des gouttes de transpiration s'étaient accumulées sur sa lèvre supérieure, que le coriour était mal à l'aise dans son enveloppe de nylon fleuri. Pourtant les mains qui enserraient les siennes étaient séchées fortes, et elle fut stupéfaite de la maîtrise qu'elles exerguaient sur elle, la contraignant à demeurer au fond du fauteuil crasseux, bien que, brusquement, elle eut envie de s'en aller. Elle rentrerait chez elle et se confectionnerait un petit déjeuner digne de ce nom, elle ferait du ménage, et profiterait du soleil pour lire quelque chose d'intéressant. Vaguement honteuse, elle cornemanga à regretter l'impulsion qui l'avait conduite dans cette pisse. Elle sentit qu'on retournait ses mains et, baissant les yeux, vit que la voyante examinait ses paumes. « Vous avez vous-même des dons de médium ?» lui dit-elle. « Vous le saviez parfois des impressions bizarres que je ne comprends pas. Mais ça doit arriver à tout le monde, sans doute. » « Oui, dans une certaine mesure. » La voyante hésita, puis laissa retomber les mains de Kitty. « Vous vouliez me demander quelque chose de précis, mon petit, vous disiez voir un manage, » murmura Kitty, assez embarrassée. « Aura-t-il lieu bientôt ?» Le mouchoir en papier vert pâle servit de nouveau zéro. « Oh oui, » répondit la voyante. « Il s'agit bien d'un manage. » Elle parut préoccupée, soupira de nouveau et tira un mouchoir propre de la boîte qu'elle gardait près d'elle. « Bonne chance, ma belle. Je vous souhaite de réussir. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Et votre amie, elle va bien? Je crois qu'elle se sent un peu seule, » dit Kitty en lui étendant de l'argent. « Je m'en doute, ça ne durera pas longtemps. Notez bien. Voilà, mon petit, bonne chance. » Elle l'accompagna jusqu'à la porte. Le chat passa devant elle en bondissant et disparut dans la rue. Elle le suivit rendu regard, admirant son agilité par une telle canicule. Au milieu de la matinée, il fallait déjà rechercher l'ombre. Kitty et Madame Eva avaient toutes deux mis leurs mains en visière devant leurs yeux. Instinctivement. « Trop chaud pour moi, » soupira la voyante. « Je n'ai pas très envie de sortir, pour être franche. Je vais me débrouiller premier avec ce que j'ai. » « De quoi avez-vous besoin? Demanda Kitty. « Je peux alien vous le chercher, aime bien ce genre de temps. » Madame Eva la regarda et sourit. « Il me faut un peu de pain, » dit-elle, « et 2 boîtes de sardines. Une pour lui, une pour moi, et puis quelques tomates. Pour le reste, ça ira. Vous êtes sûr ça m'éviterait de sortir. Prenez mon 189 porte-monnaie, mon petit, et ne vous pressez pas. Je ne sortirai pas de la journée. » Kitty préleva un peu d'argent du porte-monnaie, et le rangea dans le sien. Elle descendit la rue bourfilante, hésita, puis entra dans un café et commanda un copieux petit déjeuner. Elle le mangea avec un vif plaisir et, se sentant revigorée par la nourriture et la chaleur, laissa un généreux pourboire en décidant de profiter des courses de Madame Eva pour en faire également pour elle. Elle n'avait plus tellement conscience du temps car elle repassait mentalement les concepts de respectabilité, de succès et de manage qui venaient de lui être offerts et un intense sentiment d'euphorie l'avait envahie. Elle se sentait parfaitement à l'aise sous le soleil de Pitt, dans l'étrange vacuité de cette journée intérim. Elle fit les courses et reprit le chemin de la maison du médium, mais lorsqu'elle sonna la porte ne s'ouvrit pas. Elle sonna de nouveau, étonnée, car la voyante avait affirmé qu'elle ne sortirait pas. Elle recula de quelques pas et scruta les fenêtres du premier étage. Pas un bruit. La porte de la maison voisine s'entr'ouvrit et un gros visage blond et placide apparut, bientôt suivi d'un corps massif revêtu de pantalon et d'une blouse de coton bleu vif. « Vous cherchez Mrs. Cartwright ?» lui demanda-t-on. « Madame Eva, » murmura Kitty, hésitante. « Je lui ai fait quelques courses. » Elle a dit, « un sortir une minute ?» déclara la voisine en tendant la main vers le sac de provisions. « Je vais le lui garder, si vous voulez. Mais elle m'avait dit qu'elle ne sortirait pas, » balbutia Kitty en le lui donnant. « Oh, elle ne doit pas être bien loin. Si ça se trouve, vous allez la rencontrer dans la rue. » Sur quoi la porte se referma, poliment mais fermement. Kitty, un peu déconcertée, s'éloigna lentement en direction de la rue principale. Il lui semblait bizarre, presque inquiétant, que Madame Eva, qu'elle devait maintenant nommer Mrs. Cartwright,
et disparut ainsi alors qu'elle semblait s'y contrarier Harry de sortir. Arrivée au coin de la rue, elle se retourna et fut soulagée de voir le médium, son chat dans les bras, déboucher d'une petite allée en face de chez elle. Elle aperçut Kitty, lui fit signe de la main, et Kitty lui fit signe à entour, curieusement rassurée. Et chacune, marchant à reculons, continua de faire signe jusqu'à ce qu'elle ne se voie plus. Kitty fut stupéfaite de constater qu'il était presque 1 heure. Le reste de la journée avait totalement cessé d'être un problème. Elle acheta un journal, retourna au café et y déjeuna. Elle parcourut le quotidien et commanda un autre café, s'attardant jusqu'au départ des nombreux autres clients qui regagnaient leur travail. Il n'y eut alors plus aucun bruit, hormis le chuintement du percolateur et le petit air mélancolique que sifflotait le patron italien. Kitty, assise près de la balle vitrée, contempla la rue d'un seul indulgent mais, estimant que les passants là de tournaient trop des pensées si importantes qui l'occupaient, elle reporta son regard sur la table et le petit vase d'où sortaient 3 œillets rouges sombres presque fans, elle le changea de place, puis l'approcha de son visage pour humer l'odeur douce et âcrée presque pourrissante, avant de presser sa joue contre les pétales minces et infiniment doux, étonnée par la ferme de la tige et la complexité de la fleur. Ensuite, reposant le vase, elle alluma une cigarette et sourit brièvement en constatant que le temps passait. Bientôt elle pourrait rentrer chez elle se faire une tasse de thé, et il n'y aurait plus longtemps à attendre avant le soir. Oh, il faudrait vraiment qu'elle travaille, puis se couche de bonne heure. Le chemin qui restait à faire serait très simple. Mais elle demeura assise, contemplant les œillets, la fumée de sa cigarette traquant des volutes autour de sa tête, jusqu'à ce que le patron italien lui lance un autre café, signora et qu'elle sursaute. Fasse signe que oui et ajoute 0 avec l'addition, s'il vous plaît, puis lui fasse cadeau de son journal et, prenant une profonde inspiration, erase sa cigarette, boive son café et sorte dans la rue, où les gens se plaignaient de la chaleur, mais non sans humour, comme s'ils prenaient plaisir à cette épreuve. Pendant qu'elle retournait chez elle, elle eut l'impression d'avoir passé la journée dans une sorte de rêve. Cet état quasi onirique persista pendant qu'elle relisait une fois de plus son manuscrit, qu'elle se lavait les cheveux, de fesser son lit et y mettait des draps propres. Cette même atmosphère de rêve la poussa à aller s'asseoir près de la fenêtre, et elle ne remarqua pas vraiment que la lumière perdait de son intensité, que les ombres s'allongeaient. Vers 8 heures, elle se leva pour aller faire du café, croqua une pomme et, peu de temps après, se coucha. Elle dormit d'un sommeil lourd et profond et s'éveilla en se sentant très calme. Elle sortit de chez elle à 11 heures et, dans sa robe jaune, le visage à peine maquillé, elle eut le sentiment d'être à l'unisson de cette journée radieuse. Elle voyagea seule dans le compartiment, et fit avec plaisir le trajet qui séparait la gare de l'université. Elle déjeuna avec Pauline et passa ensuite l'après-midi dans son bureau, apaisée par sa présence peu exigeante. Pauline gardait les yeux fixes sur la liste des dates d'examen. Elle ne voulait se mêler en rien à cette cérémonie d'initiation. Elle trouvait que Kitty avait l'air d'une enfant obéissante qui attend de se rendre au goûter et l'on l'a invitée, et, bien que touchée par le bonheur impatient de Kitty, elle se refusait à lui prodiguer la moindre nourriture spirituelle. Sur ce plan, elle avait déjà donné. Bon, déclara-t-elle enfin en frottant son visage de vigoureux coups de houppette. Allons-y et finissons-en. Chez Red Mill, je veux dire. Le reste appartient à l'histoire et je tiens à en dégager ma responsabilité. Allez, viens, 192 Kitty, secoue-toi. Ta robe est superbe. Tu es bien sûre d'être vraiment là? Tu as l'air perdu dans un rêve. Kitty s'éclaircit la voix. Je suis tout à fait prête d'y aller. Ah, Miss Mole, s'écria le professeur Redmill, et le docteur Bentley, tellement ravi de vous voir. Entrez, je vous en prie, il excellait dans ce genre de choses, que dur le reconnaître et il réussit à maintenir une régulière succession d'éclats de rire jusqu'au départ du dernier invite. Il était si souvent convié à des soirées qu'il se préoccupait rarement de ce allait dire, ayant appris que les remarques un temps soit peu sensées étaient déplacées en de telles occasions. D'autant que l'on est apte dans l'incapacité d'entendre la réponse, si réponse il y avait on avait réuni un certain nombre de personnes, Kitty remarqua les professeurs d'espagnol et d'allemand, le professeur de l'Institut Roger Free, l'air maussade et souffrant manifestement de la chaleur, son épouse et différentes amies de l'université Mpa de Maurice. Kitty accepta un verre de xer et éprouva un bref sentiment de crainte, non pour sa conférence,
Le texte en était rédigé et elle s'acquittera de sa tâche quel que soit son état de panique. Ce qui lui faisait peur, c'étaient ces gens qui allaient devenir ses collègues, qu'elle devrait fréquenter, et parmi lesquels elle se sentait soudain si étrangère. Red Mill, qui psalmodiait magnifique, magnifique, excellent travail. Jennifer, sa secrétaire bougonne, qui circulait avec la traditionnelle bouteille de Xera à la main. Le visage du professeur de l'Institut Roger Free, qui s'empourprait trop et trop vite. Son épouse, qui amassait en douce des réserves de cacahuètes. Les voix percantées sans retenue des diverses amies, dont aucune ne semblait savoir qui était Kitty ni quelle et oui sa fonction. Et quels vêtements atroces, songea-t-elle. Elle resta coalée à Pauline, redoutant de se lancer sur l'océan inconnu sans l'appui de Maurice. Dès que Maurice serait là, elle commencerait à revivre. Le professeur Redmill s'approcha d'elle, recoiffant de la main sa longue chevelure clairsemée. Vous allez avoir un public enthousiaste, Miss Mole. Pas trop nerveuse, j'espère. Et, du coup, elle le devint serait très soulagée quand ce sera terminé, répondit-elle avec un sourire bien sard. Bien sûr. Mais vous vous sentirez déjà mieux si je vous dis en confidence que des choses agréables risquent de se produire. Naturellement, je ne peux rien ajouter pour l'instant. Mais, à mon avis, vous pouvez vous attendre à d'excellentes nouvelles. Ah, voilà Maurice. Je commençais à craindre qu'il n'ait être retenu. Maurice, inexplicablement vêtu d'un smoking et plus séduisant que jamais, salua toutes les personnes qui s'étaient tournées vers lui à son arrivée, certaines laissant en plan leur interlocuteur, d'autres leur épouse, d'autres encore s'interrompant au milieu d'une phrase. Kitty, radieuse, soulage, ignora le coup glissé d'avertissement de Pauline et amorça un mouvement vers lui. Mais, en dépit du sourire de Maurice, son regard ne se posa pas sur elle, et elle resta immobile, ne sachant que faire, nouée d'inquiétude. Pourquoi était-il en tenue de soirée? Où se rendait-il donc? Pourquoi n'était-elle pas au courant? Elle prit conscience de tout ce qu'elle ignorait de la vie de Maurice, et cette découverte la contraria en un moment où elle aurait voulu exprimer sa nouvelle confiance en elle et savourer cette attente que rien n'aurait d'éternir. Pauline, en la regardant, murmura rapidement point. Je crois qu'il va falloir t'occuper de l'Arte, Kitty. On dirait qu'il t'aime beaucoup, mais je trouve son travail excellent, répondit Kitty, le regard trahissant encore son désarroi. En tout cas, il continue à se faire fâcheusement remarquer en ville. Quand je dis en ville, j'entends l'usine de bicyclettes, Pierre qu'entendu, ainsi que cet horrible bistrot SCI que tu m'y 1 111 111, une milliseconde drouerin. Si TLL essayal de mi pélricre, de nous, il l'accepte P, ils sont nous consécris séonine des Y11, 11, K, ignore, INL tout des jodés c'est la sexualité. CC qui IE, point anili, c'est pas faux, pour certains et entre nous, ajouta qui, rin silence. Je ne crois il n'aime pas qui j'y c'est jeudi, comment Kitty, d'être interrompue par elle ses professeurs Redmill qui s'approcha d'elle, sa cordialité renforcée par la chaleur qui régnait dans la piste quand vous voudrez, Miss Mole. Je serai très bref dans mon introduction. Bonne chance. Une véritable épreuve pour elle, déclara-t-il sans presque baisser le ton à l'ami qui se trouvait à sa gauche, tandis que Pauline prenait le coude de Kitty et lui désignait la part d'un signe de tête. Il y exagère, songea Kitty, momentanément irritée, je ne suis pas sourde, je ne suis pas incapable, je peux me dire que cette soirée commence à m'ennuyer. Faimerait-on qu'on m'ait me dîner à Pérez la conférence, au lieu de rentrer directement chez moi retrouver Caroline? Tiens, Maurice, dit-elle avec une désinvolture étudiée, ne me dis pas que tu viens m'écouter. Tu risques de t'ennuyer à peu rire. Il lui sourit comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait et ce qu'elle avait pensé depuis c'était entre dans la pisse. Bien dire que je viens. Bonsoir, Pauline. Bonsoir Maurice D, répondit Pauline, en serrant plus fort le bras de Kitty pour l'obliger à avancer. Une vague de panique le gira Kitty. Je ne suis pas prête, se dit-elle. Ce ne sera pas aussi facile que je l'avais pensé. Elle se retourna et regarda en direction de Maurice, retenu par une des amies. Il lui adressa un Clansville par-dessus l'épaule de l'ami, et instantanément Elka se sentit bien, debout à la tribune, pendant que le professeur Redmill enternait ce qu'il appelait une brève introduction, dans laquelle il y parvint à glisser un compte-rendu et le taille des plans qu'il avait mis en point pour l'édification du nouveau bâtiment. Elle était calme.
Elle réussit à paraître intéressée par le discours de Redmill, en dépit du spectacle offert par le professeur de l'Institut Roger Free qui, au premier rang, se tenait le front de la main. Elle éprouva un instant d'inquiétude en constatant qu'elle pouvait voir et reconnaître tant de personnes. Nombre d'entre elles, elle le savait d'expérience, étaient déjà en proie à une légère somnolence, dont elle réussirait peu et trop peu être pas à les extraire. Maurice, Dieu merci, se trouvait près de la porte. Là-haut il lui serait possible de lancer de temps en temps un regard sans en avoir l'air. Elle avait l'impression de devoir relever un défi d'ordre professionnel, il y fallait absolument qu'elle réussisse. La salle était étonnamment pleine, non seulement d'étudiants du département de langue romane, mais aussi de curieux qui se rendaient à ces conférences comme s'il s'agissait de corridas ou de combats de gladiateurs. Pour voir si le conférencier allait ou non souffrir. Il y faisait une chaleur meurtrière. Lorsque le professeur Redmill sembla parvenir à une manière de conclusion qui le satisfaisait, elle se redressa, desserra les poings, et s'éclaircit la voix. Elle s'autorisa à regarder encore une fois Maurice et aperçut alors l'Arte qui lui adressait un large sourire d'encouragement, le pouce discrètement levé. Kitty souriait. Quand le professeur Redmill se tourna vers elle et qu'elle entendit un bref concert d'applaudissements, elle se sentit tout à fait sûre d'elle. « Mesdames et messieurs, dit-elle de sa voix claire, j'aimerais vous exposer, si vous le permettez, quelques aspects de la tradition romantique, ce mouvement dont l'influence s'exerce aujourd'hui encore, même si nous n'en avons pas nécessairement conscience. Car, s'il est vrai que nous pensons savoir ce qu'est un romantique, les romantiques, eux, ne le savaient pas toujours très bien ni qu'un bruissement de rire. La conférence avait deux buts qu'un sous la chaleur extrême et la lumière aveuglante du soleil matinal, Holchurch Street avec quelque chose d'un petit port méditerranéen complètement désert. Vide, silencieux, brûlant, les trottoirs étalant déjà poussiéreux à paix restant de sécheresse. Ce fameux samedi, penché sa fenêtre dès 7 heures du matin, Kitty Moll pouvait sentir la Tamise, à une centaine de mètres de là, l'odeur fétide et tenace des eaux basses. Le soleil la privait de tout appétit, voire de toute pensée, et elle parvenait mal à imaginer le moment où tomberait le soir, lorsque s'atténuerait enfin l'aveuglante clarté et que, devant le pub, quelques personnes se rassembleraient dans père chaud et laiteux, apaisées, pour attendre la nuit. S'habiller par un temps pareil lui semblait contre nature et elle envisagea de rester chez elle en chemise de nuit jusqu'au moment de se préparer pour la soirée. Mais c'était là quelque chose de totalement inadmissible, d'ailleurs cette lumière extraordinaire exerçait sur elle une attraction irrésistible, la contraignant à sortir, à se plier à son pouvoir. Et lui résister était une sorte de pervers 197. Dans l'Angleterre ancienne les gens raisonnables s'asseyaient à Farnborough. Intoxiques, les autres offraient innocemment visage et corps au divin soleil, dans l'attente d'une métamorphose de leur pâle et ordinaire personne. Ne disposant pas d'un jardin, Kitty en était réduite à parcourir les rues blanches de son quartier ou aller s'asseoir dans le petit square près de la Tamise. Elle redoutait cet endroit à cause du souvenir qu'elle gardait du vieux couple Murphy, et aussi parce que Caroline venait assez souvent exsuder son insatisfaction. Kitty jugeait la sœurnite qui l'habitait suffisamment puissante pour demeurer inaltérée jusqu'au soir, mais elle estimait inutile de la compromettre. Elle passa néanmoins la majeure partie de la matinée dans le petit square. Les sujets de méditation ne manquaient pas. Elle était fêtée, elle avait du succès, une situation fort inhabituelle pour elle. Sans en être autrement surprise, elle venait de réussir au la main l'épreuve de sa conférence. En rentrant chez elle seule, elle avait éprouvé un sentiment de bien-être voisin de l'estime de soi, elle était assurée d'avoir un poste permanent l'an prochain, et pouvait donc en conclure que sa période d'apprentissage était terminée. Pendant 2 jours, elle s'était sentie sécurisée, tant par cette certitude que par la perspective d'un avenir agréable. Agréable au sens où cela correspondait à sa modeste valeur et constituait l'aboutissement logique des efforts de ploie pour parvenir à une situation destinée à harmoniser la singularité de ses débuts et le caractère incontestable de ses acquis en philologie romane. Agréable au sens où elle ressentait enfin un sentiment d'appartenance lui permettant de s'intégrer dans une institution où ses ambitions, aussi modestes que son expérience, seraient à même de s'accomplir et s'accompliraient effectivement. Cela concernerait son moi de tous les jours, sa personnalité diurne, en quelque sorte.
Pour les émotions et les délices plus intenses, garante d'un avenir plus 198 concret, elle gardait foi dans les événements qui prendraient naissance lors du dîner que Maurice allait donner à son intention. C'était la première fois de sa vie qu'elle était si confiante en l'avenir. Le petit square était désert. Sur les quais, des camions brinque-ballaient dans l'air vibrant, le soleil était si violent que Kitty parvenait difficilement à lire. Vers ce qu'elle supposa être l'heure du déjeuner, quelques ormes sortirent du pub avec leur verre de bière, desserrant leurs cravates et finirent par retirer leurs chemises effleurées de chaleur. Elle se leva en songeant qu'il lui fallait rentrer chez elle et manger quelque chose, qu'il s'était sans doute écoulé plus de temps qu'elle ne l'imaginait. Elle voulait faire de cette journée un modèle de rationalité de mesure, elle voulait faire preuve d'une maîtrise aussi rassurante qu'en ce prodigieux mardi, elle y voulait être parfaite. Elle acheta un peu de pain et de fromage, de pêche, et prépara du café fort, sans trop savoir comment elle occuperait son apéro ce midi. Caroline, à en juger par le silence, devait être sortie, encore que le temps soit loin de se prêter à une balade chez Zéro. Qu'est-ce que vous y faites, tous les jours, lui avait demandé Kitty. Caroline en était restée interdite, mais je n'y vais pas tous les jours, je vais aussi chez Hervé Nicole. Elle avait eu l'air de considérer que c'était une réponse complète et suffisante. Kitty se rendit compte qu'elle lui manquait, qu'elle aurait été contente d'entendre le papotage de votre heure, mesdames ou n'importe quel autre bruit routinier et apaisant indiquant que la vie normale suivait son cours. Le silence est presque inquiétant. Elle se pencha de nouveau à la fenêtre, espérant voir Caroline apparaître par magie au coin de la rue, mais le trottoir demeura vide. Vraiment, se dit-elle, il est plus facile de travailler, je ne suis pas faite pour les loisirs. Cette pensée érotique, bientôt repoussée, se mêla au sentiment confus qu'elle sentait obscurement 199 œuvres, un tresse léger ennui, une nervosité certaine, un vague disque de crâner devant les Red Mill et tous les autres. L'impression d'avoir à sa port une stratégie précise enfin utilisable. Le sentiment que, en affichant ce qui avait été si soigneusement dissimulé, elle établirait davantage sa position. Il n'y a vraiment aucune raison de le cacher plus longtemps, se dit-elle. En fait, c'est en restant dans la dissimulation que je risque de perdre la face, non l'inverse. C'est ça le paradoxe et elle se servit le reste de café en se félicitant que la piste soit à l'ombre, que le soleil inonde les fenêtres de la maison d'en face. Elle pensa que faire une sieste serait peut-être de bonne politique, mais elle était déjà tenaillée par l'impatience et l'attente de son moment de triomphe. Cela ne ressemblait pas tout à fait à l'innocent plaisir qu'elle avait toujours éprouvé avant une soirée, il y simulait le désir de s'imposer comme elle s'était imposée l'autre soir, dans la salle de conférence étouffante. Elle posa sa tasse de café sur la table de nuit, retira sa robe et s'allongea, appréciant le silence. Elle tendit paresseusement la main vers les livres que la tasse l'avait obligée à y placer, une histoire de l'architecture gothique, Adolphe, la Bible de Marie-Thérèse, aucun d'eux ne possédait plus la moindre vertu. Kitty sourit, US montait utile, songea-t-elle, mais je n'en aurai plus besoin. Je vous remercie, ajouta-t-elle poliment. Elle dut s'endormir, car elle constata qu'elle n'avait aucune idée de l'heure qu'il était. Avec le réveil surgit un étrange et surprenant sentiment de désolation, lui donnant l'impression qu'elle aurait mieux fait d'occuper sa journée à quelque chose de raisonnable au lieu de la consacrer à attendre la soirée. Désemparée, elle s'assit sur son lit, espérant qu'elle n'allait pas sombrer dans la panique qui l'envahissait parfois sans prévenir. Elle se demanda avec inquiétude si elle serait capable de manger avec cette canicule, et cette pensée lui renvoya le terre de sans air idéal et chaud du Marie-Thérèse qui a eu, telle la source de tous ses malheurs. Mais tout cela était erroné, se dit-elle pour se rassurer, luttant contre le désespoir. Cette panique est parfaitement irrationnelle, elle ne repose sur rien d'autre que le malaise et un peu d'hypoïsemie. Fais-toi un de bois l'aider sans acheter un journal. Elle suivit ce conseil comme s'il lui avait été donné par quelqu'un d'autre, tout en constatant que la main qui tenait la tasse tremblait légèrement. Elle se sentit mieux dans la rue. Des taches de transpiration marbraient le dos de la blouse de pupicier, avachis dans leurs poussettes, des enfants suquaient leurs pouces, redevenus des petits bubs. Il y semblait presque naturel d'adresser la parole à des inconnus dans la fournaise qui jaillissait du trottoir et retombait en vagues brûlantes à chaque passage d'autobus. Kitty regarda Feur, comme pour vérifier s'il ne conviendrait pas de rentrer chez elle, de commencer à se préparer.
Pour l'instant, elle n'avait nulle envie de quitter l'agitation épuisée de la rue, et souhaitait se fondre dans cette foule banale, parmi ceux qui n'avaient pas été dignes pour subir cet examen de Sisyphe triomphe, selon ce que le sort en déciderait. Elle aurait voulu pouvoir rentrer dans une maison banale après une banale journée de travail, s'asseoir dans un transat, grignoter quelque chose sans avoir à le préparer, regarder la lumière de croître jusqu'à la tombée du jour, puis retourner à l'intérieur, se glisser dans un lit banal, et passer une nuit de sommeil en attendant le jour suivant, en tout point identique à celui qui venait de Saint-Gever. Mais pour moi les choses ne se passeront jamais ainsi, songea-t-elle. On dirait que tout sera plus difficile que je ne l'avais pensé. Elle entendit le bulletin d'information de 5 heures en rentrant chez elle, et la présence de Caroline la soulagea, repoussa sa détresse à l'arrière-plan. Fait sans précédent, elle alla sonner chez Caroline. Celle-ci, lorsqu'elle rigoureusement exclut que jamais, et le fait que tous ses souhaits aient plus ou moins fini par se réaliser où elle n'eut nullement la circonspection qui remarquait son rapport à l'inconnu. Elle haussa les épaules, énervée. Je ressemble à ces gens atroces qui gagnent ces fortes sommes au loto sportif et jurent que cela ne changera rien à leur mode de vie. Je ne mérite pas la chance que j'ai. Et il vaudrait mieux que je m'active. Il est 6 heures, môme, dit Flabillé. Elle se sentit plus calme, plus adulte, plus à même de se dominer. Le taxi avait été retenu depuis la veille au standard local des radios taxis, de sorte qu'il ne lui restait plus qu'à attendre. Elle s'assit devant la fenêtre, ainsi qu'elle avait prévu de le faire, et tenta de repousser cette approche. Ce sentiment de malchance fondamentale, ce bref moment de lucidité dont il lui faudrait s'accommoder au lieu de la simplicité du bonheur. Je suis désolée, songea-t-elle, et elle faillit dire à voix haute, j'aurais tellement voulu me réjouir davantage, me montrer plus digne de cet événement, être à la hauteur des critères de Maurice. On dirait que je suis condamnée à ne jamais les atteindre. Pourquoi en est-il ainsi? Elle s'efforça de faire apparaître l'image de Maurice, mais c'était tellement difficile quand il n'était pas là. Curieusement, elle n'avait jamais réussi à reconstituer mentalement son visage. Elle ne possédait aucune photo de lui et ne gardait en mémoire qu'une sorte d'esquisse, de silhouette, comme si elle le voyait à contre-jour, ainsi que, de temps à autre, l'image aléatoire d'une oreille, d'une main, de l'écran du sourire. Elle se demanda une nouvelle fois où l'on s'était rendu l'autre soir, revêtue de son smoking. Peut-être sa mère donnait-elle un dîner, et il s'en était échappé pour voir à sa conférence avant d'y retourner. Ses parents possédaient une maison à Ebury Street, dans laquelle Maurice occupait un très grand appartement, au sous-sol. Sans doute quelque événement familial, se dit-elle, avant elle s'est de part de ses parents pour le Gloucestershire. Elle était mélancolique, aussi éloignée de ces séjours de mondanite que sa grand-mère des œuvres du festival de Glyndebourne. Louise, pourtant, avait toujours su quelles étaient les conditions requises. Aucune raison qu'elle, Kitty, ne puisse en faire autant. Un dernier regard dans le miroir. Elle avait fait à l'heure impossible en tout cas de faire mieux. Elle était vêtue comme il convenait, adaptée à la situation. Elle entendit le taxi tourner le coin de la rue, ralentir, s'arrêter. Elle se pencha à la fenêtre et fit signe qu'elle arrivait. Tandis qu'elle fermait sa porte, celle de la voisine s'ouvrit et Caroline apparut, un mouchoir presse contre son nez. Attrapée un rhume d'un temps pareil, langua-t-elle d'une voix épaisse. Elle semblait vieillie, presque quelconque. Bonne chance, Kitty. Vous êtes en botte, je ne vous verrai probablement pas à votre retour. Passez-moi donc un coup de fil demain, vous êtes sûr que tout ira bien, demanda Kitty. Quelle idée. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui vous prend? Je préfère quand même la robe avec mes chaînes, remarqua, ajouta-t-elle. C'était une pitre bénédiction, mais elle devrait s'en contenter. Bonsoir, madame, lui dit le chauffeur de taxi. Seigneur. C'était celui qui, jadis, avait abandonné ses études à Ebury, un des vieux chauffeurs sur lequel elle tombait parfois, qui se perdait toujours et parlait sans cesse, par-dessus son épaule. De repos y était fermier en Zambizero. Vous êtes de sortie, on dirait bonsoir, répondit Kitty. Elle calia ses en avance et avait pensé demander au chauffeur de faire quelques détours, mais elle avait maintenant hâte de se débarrasser de lui. Elle se promènerait un peu en descendant du taxi, respirerait bien à fond et se comporterait comme s'il s'agissait d'une soirée parmi d'autres. Un dîner en vigne, répondit-elle poliment.
et Bury Street, s'il vous plaît, avait un peu trop bu, selon son habitude, et, dans la chaleur, la voiture empestait le whisky. Vous ne me verrez plus très longtemps, vous savez, reprit-il. J'ai bien envie de retourner tenter ma chance par là-bas. J'ai garde des contacts, voyez, la politique, c'est part du possible, il paraît. Vous savez qui a dit ça US rouleront lentement, mais de façon saccadée, le long de King's Road tandis qu'il exposait ses tomes habituels. La nation est finie. Plus personne ne veut travailler. L'exportation est foutue. Des salauds d'étrangers dans tous les coins. Ce qu'il faudrait à ce pays. Sacre taux de chômage. Quelqu'un comme Churchill. Bien envie d'essayer Mrs. Thatcher. Pour changer. Pourra pas faire pire que ceux qui sont là. Tous ces foutus syndicats flanquant un sacre bordel. Passez-moi l'expression. Kitty retint sa respiration lorsque la voiture fit une embardée et manqua à renverser un cycliste. Nerveuse, demanda-t-il aimablement en se tournant vers elle, le bras appuyé sur la banquette avant où vous paraissez plus tendu que d'habitude, si je peux me permettre, mais toujours aussi jolie. Elle avala sa salive et s'approchait du petit triangle qui, à Palico Road, délimitait la fin de son territoire et le début du domaine de Maurice. Elle se sentit brusquement transportée de joie, tremblante d'excitation. « Déposez-moi ici, dit-elle. J'ai envie de marcher un peu. » Il s'approcha du trottoir et lui ouvrit la portière d'un grand mouvement théâtral. Après savoir brutalement immobilisé son véhicule, il la dévisagea sans vergogne ou indiscret de vous demander ce qui se passe, demanda-t-il avec un charme inattendu. La soirée de votre vie. Kitty descendit du taxi avec soulagement et inspira l'air fétide de la rue comme si elle se trouvait sur une côte quelque distance de la mer. Souhaitez-moi bonne chance, murmura-t-elle en lui tendant 2 livres 00.1. Oui, bonne chance. Bonne chance, répliqua-t-il en glissant l'argent dans un portefeuille bien rempli ou en tout cas, si on ne se revoit plus, mais bien sûr, l'interrompit Kitty. Vous allez retourner en Afrique. Alors je vous souhaite bonne chance, moi aussi zéro. Elle resta sur le trottoir et lui adressa un signe de la main pendant qu'il négociait un virage dangereux et disparaissait en direction de Sloane Square. Après savoir contemple quelques vitrines, puis décide d'aller directement chez Maurice au cas où il y aurait besoin de son aide, elle prit résolument le chemin des Bury Street et sursauta en constatant qu'il était déjà 7h30. Elle avait les joues en feu et son cœur battait très fort. Maurice lui avait dit d'entrer directement au sous-sol, la porte serait ouverte. Elle n'était allée chez lui qu'une seule fois, peu de temps après leur première rencontre. Il y avait donné une grande soirée et elle n'était alors qu'une invitée parmi d'autres. Elle était contente d'avoir renvoyé le taxi et d'arriver sans faire de bruit. Elle considéra avec amour le soir doux et léger, la huile magnifique et sale. Je serai bientôt là où j'ai toujours voulu me trouver, songea-t-elle, dans sa maison. Mais je dois être raisonnable, pour l'instant. Après tout, je suis ici pour une raison très particulière. Elle entendit qu'on l'appelait et, en se retournant, eut la surprise de voir John Larté, vêtu d'un costume étriqué en velours couleur tabac. « Mais c'est John !» s'exclama-t-elle. « Quelle surprise de vous rencontrer ici. À Londres, je veux dire ajouta-t-elle rapidement. Un coup de chance, répondit-il en souriant. Je crois que je suis sans vous accompagner, comme ils disent. Je me demandais si je devais passer vous prendre chez vous, ou si nous fusionnerions et si m'accompagner s'étonna Kitty. Oui, j'ai cru comprendre que nous ayons coéquipiers, sauf si j'ai tout compris de travers. Le professeur Bishop m'a demandé de m'occuper de vous. Mais peut-être sommes-nous tous sans nous occuper de vous. Il rit et passa la main dans sa chevelure déjà en désordre. Que c'est gentil de votre part, John D., murmura-t-elle de sensible Kitty. Vous alliez retour. Il souhaite bonne chance, moi aussi. Elle resta sur le trottoir et lui adressa un signe de la main pendant qu'il négociait un virage dangereux et disparaissait en direction de Sloane Square. Après savoir contemple quelques vitrines, puis décide d'aller directement chez Maurice au cas où il y aurait besoin de son aide, elle prit résolument le chemin des Bury Street et sursauta en constatant et haït déjà 7h30. Elle avait les joues en feu et son cœur battait très fort. Maurice lui avait dit d'entrer directement au sous-sol, la porte serait ouverte. Elle n'était allée chez lui qu'une seule fois, peu de temps après leur première rencontre. Il y avait donné une grande soirée et elle n'était alors qu'une invitée parmi d'autres. Elle est allée contente d'avoir renvoyé le taxi et d'arriver sans faire de bruit. Elle considéra avec amour le soir doux et léger, la ville magnifique et sale.
Je serai bientôt là où j'ai toujours voulu me trouver, songea-t-elle, dans sa maison. Mais je dois être raisonnable, pour l'instant. À Perestou, je suis ici pour une raison très particulière. Elle entendit qu'on l'appelait et, en se retournant, eut la surprise de voir John Larté, vêtu d'un costume triclu en velours couleur tabac. Mais c'est John, s'exclama-t-elle. Quelle surprise de vous rencontrer ici. À Londres, je veux dire, ajouta-t-elle rapidement. Un coup de chance, répondit-il en souriant. Je crois que je suis sans vous accompagner, comme Estis. Je me demandais si je devais passer vous prendre chez vous, ou si nous fusionnerions ici m'accompagner, s'étonna Kitty. Oui, j'ai cru comprendre que nous étions coéquipiers, sauf si j'ai tout compris de travers. Le professeur Bishop m'a demandé de m'occuper de vous. Mais peut-être sommes-nous tous sans nous occuper de vous, et passa la main dans sa chevelure déjà en désordre. Que c'est gentil de votre part, John, murmura-t-elle de sens tandis qu'elle pensait, que c'est gentil de la part de Maurice. Il y tient vraiment à ce que ce soit ma soirée. Elles arriveront à la porte de Maurice, derrière laquelle ressonnaient déjà des bruits de voix. La porte s'ouvrit à Pérez leur coup de sonnette et le professeur Redmill apparut, plus moré que jamais. Lady Redmill, qui hochait la tête en souriant, était assise sur le canapé, et le professeur de l'Institut Roger Free et son épouse, de toute évidence auxeurs d'une dispute conjugale, contemplaient fixement leur verre. Pas de Maurice. Kitty inspira profondément et alla les saluer, regardant autour d'elle et reconnaissant avec bonheur les murs rouges sombres. Rien n'avait changé. Il y émanait de cette pièce une atmosphère beaucoup plus luxueuse que celle à laquelle on se serait attendu chez des professeurs d'université, et les Redmills se gelaient sous les lumières tamisées, tandis que les Roger Free paraissaient avoir atteint une phase d'opposition déclarée. Le professeur Redmill semblait tellement enchanté de ces lieux qu'il se conduisait comme s'il était chez lui, servant le x relevant son verre en l'honneur de Kitty. Nous fêtons quelque chose, annonça-t-il. Oui, nous fêtons deux nouvelles fort agréables. Ou peut-être trois, rectifia-t-il. Mais je ne puis en parler avant l'arrivée de Maurice. Oh, il est donc Maurice, demanda Kitty. Dans la cuisine, je crois bien, avec son aide, répondit le professeur Redmill. Toujours charmant, comme d'habitude. Il m'a demandé d'assurer l'intérim et servi à nouveau du xr. Non, sans froncer le jurement les sourcils devant le verre tendu de l'Arté. Nous sommes en train de fêter, comme je le disais, deux nouvelles fort agréables. La première, c'est que Miss Moll a obtenu un poste parmi nous. Il leva de nouveau son verre. La doxymantonna-t-il d'un ton encore plus lyrique, c'est le départ regrette, tellement regrette, de Maurice qui nous est enlevé par Oxford. Oui, ajouta-t-il en levant la main devant les murmures de surprise, oui, bien entendu, je le regrette, de sans être né quelle fierté pour notre université, et pour Maurice lui-même. Kitty se sentit glacée. Tu ne m'as rien dit, pensa-t-elle. Le professeur de l'Institut Roger Free s'éclaircit la voix. Cela signifie-t-il que nous serons privés du plaisir de l'écouter nous parler des cathédrales de France, demanda-t-il. Kitty vit son épouse lui donner un vigoureux coup de pied dans la cheville. Le zéro non, non, j'ai fait en sorte qu'il maintienne ses conférences aussi longtemps qu'il le pourra, répondit le professeur Redmill avec un sourire. Mais nous comprendrons parfaitement bien que la pression d'autres travaux, dit-il avec un clin d'œil, ou encore d'autres plaisirs, le contraignent à s'interrompre plus tôt que prévu. Certes, nous le comprendrons, déclara le professeur de l'Institut Roger Free non sans ferveur. L'artère, une lueur de désespoir dans le seuil, abandonna tout faux semblant et se servit un autre verre. Je me demande si Maurice n'a pas besoin d'un peu d'aide, murmura Kitty en amorguant un mouvement pour se lever. Aucune raison de s'inquiéter, ma chure, affirma le professeur Redmill. Notre hôtesse monta sur qui nous rejoindrait dès que possible, sur quoi la porte s'ouvrit et Kitty vit enfin Maurice, ainsi que Miss Fairchild, vêtue de son habituelle jupe de coton. Elle portait une énorme soupir remplie de potage et Maurice guidait ses pas, une main posée au creux de ses reins. L'Arté vida son verre d'un trait en voyant le visage de Kitty au venez, Miss Moll, mugit le professeur Redmill qui n'avait rien remarqué du tout, acceptez mon bras et passons à table, US prirent place autour de la table. Maurice et Miss Fairchild à chaque extrémité. Je ne disposais pas de cette information, songea Kitty, en s'efforçant de maîtriser le tremblement de ses mains. Je ne disposais pas de cette information, tout simplement.
Elle avait l'impression de devoir retourner à la case départ dans un jeu dont il croyait pourtant avoir respecté toutes les règles, et il allait falloir tenir tout le reste de la soirée. Le professeur Redmill était dans une forme plus éclatante que jamais. Je dois vous avouer, Miss Small, que nous parlions de vous avant votre arrivée. Nous étions en train d'essayer de déterminer de qui vous teniez votre ascendance francaise. L'épouse du professeur de l'Institut Roger-Free éclata d'un rire strident. Kitty est frangaise par sa mort, les informa Maurice. N'est-ce pas, Kitty? Mon père Cali dans l'armée, déclara lentement Kitty Moule. Il y est mort avant ma naissance. Ensuite, elle saisit sa cuille. Mon père était dans l'armée. Il y est mort avant ma naissance. C'était l'exacte vérité, sans être pourtant toute la vérité car, si elle attribuait un rôle essentiel à ses pères dans l'histoire de sa famille, elle n'avait jamais enregistré consciemment son absence. Il n'avait jamais été présent, tout simplement. Sa mort était pressante, de même que sa grand-mère et son grand-père US perduraient, longtemps après leur mort, en tant que parents, mémoire des générations, dotent d'une certaine forme de compétence, issue d'un certain milieu, sans que leur intégration presque accidentelle au conformisme de la vie anglaise